Bonjour, bonsoir, selon la partie du monde où vous vous trouvez aujourd'hui. Mon nom, c'est Ella Jassi et j'ai le plaisir donc, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette session sur l'impact sanitaire et socio-économique de la pandémie à la COVID-19 en Afrique. J'ai l'ultime honneur et le plaisir de co-présider cette séance avec un frère, un ami, un collègue, Ibrahim Cheikh Diong, qui n'aurait certainement pas besoin d'une introduction très large, mais tout simplement pour vous dire que je suis d'une vaste expérience dans le secteur privé à l'international, a occupé des responsabilités de premier plan au sein de l'État du Sénégal. Il a été ministre conseiller, ambassadeur, directeur général d'une grande compagnie, mais également aussi a occupé des fonctions à l'international, dont celui au sein duquel il est aujourd'hui. Donc, notamment en tant que sous-secrétaire général des Nations Unies et par ailleurs directeur général de l'African Risk Capacity, donc plutôt connu sous le patronyme de ARC. Donc, cher Ibrahim Diong, c'est tout un plaisir de co-présider donc, avec vous et je me réjouis qu'on navigue ensemble avec nos illustres panélistes donc, cette question de l'heure qui nous tient tous à cœur. Voilà, nous sommes en pleine pandémie aujourd'hui de COVID-19. La question qui se pose, c'est un défi sanitaire, c'est très rapidement développé en un défi à la fois humanitaire, social, économique et de développement. Ce qui a commencé par un secteur est devenu multisectoriel et multidimensionnel, avec son impact qui est ressenti à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau des communautés, mais également aussi au niveau des États. C'est un révélateur à plus d'un titre. Ça révèle certainement les dysfonctionnalités que nous avons dans nos systèmes. Sommes-nous préparés au choc? Sommes-nous prêts à répondre de manière précoce? Et quand nous répondons à chaque fois, est-ce que nous investissons dans les capacités qu'il faut afin que nous ayons la résilience pour pouvoir résister au choc futur? Donc tout cela est révélé en fait par cette pandémie que nous vivons à présent. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de voir l'impact d'une part au niveau des secteurs, mais d'autre part également aussi comment ces secteurs donc, vont pouvoir répondre de manière efficace et non seulement réagir donc, de manière spontanée. Et donc, cette session va être articulée autour de 3 segments. Donc, je vais introduire le premier segment et ensuite je passerai la parole à mon co-président qui va nous guider dans le second segment et ensemble, nous reviendrons sur le 3e segment pour essayer de tirer les conclusions donc, qui vont certainement déboucher sur des recommandations qui nous permettront tous d'apprendre des uns et des autres, mais surtout également aussi de guider les prochains programmes qui seront définis. Donc, je vais ainsi introduire le premier panel qui est surtout sur les systèmes de santé et la continuité des soins. D'une part, on va faire l'état des lieux, mais également aussi la réponse. Et donc, je vais inviter nos intervenants donc, à répondre à 2 questions. La première va être comment ils sentent le système dans lequel ils se trouvent être impactés. Et la deuxième question va être la réponse donc, à développer. Mon premier intervenant est le professeur Issa Diallo, qui est spécialiste en santé publique, passé une brillante carrière de plus de 30 ans entre l'armée et l'université, mais également aussi au niveau du terrain. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu au niveau du continent. Et Issa est titulaire d'un doctorat en médecine, d'une maîtrise d'un doctorat et d'une agrégation en santé publique. Il est présentement un des artisans principaux de la mise en place et l'animation de la faculté des sciences de la santé de l'université Amadou Hampâté-Bâ. Et voilà quelqu'un qui a été novateur à plus d'un titre, qui a été pionnier dans la plupart des initiatives au niveau des soins de santé primaire, mais également aussi donc, au niveau de la couverture universelle de la santé. Et Issa, je me permets de vous appeler par votre prénom, vous l'avez connu pendant très longtemps, depuis Koutal, donc de vous demander, en tant que médecin santé publique, votre expérience se passe à tous les échelons et comment est-ce que vous voyez l'objectif et les résultats préliminaires que vous pouvez partager et juger utile à la gestion de la pandémie.
Et je vous donne la parole pour, d'une part, nous voir comment le secteur santé a été impacté et quelles sont les réponses adéquates que vous jugez pertinentes à ce sujet. Professeur Issa Diao. Merci beaucoup. Et vraiment, je commencerai par remercier les organisateurs de cette opportunité de communication et d'échange au cours de laquelle nous apprenons beaucoup. Je veux commencer par la présidente du comité scientifique, ma sœur et amie, professeur Eva Kohl, et surtout son équipe et mon cadet Ibrahim Masek qui vraiment ont tout fait pour m'associer à cette belle initiative. Je pense que le sujet que je vais parler, c'est la résilience, vous l'avez évoqué vous-même. La problématique de la résilience se comprend très facilement quand on se rappelle même la fable de La Fontaine qui parlait justement du roseau et de la chaîne. Donc le roseau est le bel exemple de résilience. Les vents arrivent, ils se plient, mais ne se cassent pas. Et ce n'est pas seulement par une année, mais c'est tous les ans. Donc la résilience, c'est vraiment le phénomène du roseau qui se plie, mais qui ne se fasse pas. Donc si nous revenons au système de santé, qui d'ailleurs a beaucoup de définitions, mais la définition la plus simple qui permet à tout le monde de comprendre, c'est que le système de santé, c'est un ensemble d'éléments, mais complexes, qui vont interagir pour produire des résultats qu'aucun des éléments pris isolément ne peut produire. Et c'est ça qui fait que le système de santé est très complexe si nous envisageons l'ensemble des éléments. Mais l'OMS nous a aidés en regroupant ces éléments-là en 6 piliers. Et c'est pourquoi quand vous parlez justement de choc, ça devient très intéressant parce que ce choc a des risques d'affecter les piliers qui soutiennent le système. Mais le système a 4 fonctions essentielles. Et si ces piliers sont altérés, les fonctions risquent d'être altérées également. Et c'est là simplement pour nous de comprendre, mais en réalité, quelle va être la résilience du système de santé parce que les chocs dans notre sous-région ne manqueront pas. Les chocs, comme vous le voyez dans le cadre de la santé, c'est l'arrivée massive de maladies que le système a à prendre en compte. Donc, en ce moment, ces 4 fonctions seront interpellées. Et certainement, une des fonctions, et comme vous le savez, si une des fonctions est défaillante, elle altérera les autres fonctions. Et les chocs peuvent être des chocs directs, arrivée massive de maladies, comme nous sommes en train de vivre avec la pandémie. Mais le choc peut être indirect quand on parle d'inondation. En fait, nécessairement, une inondation n'entraîne pas l'arrivée massive de maladies, non. Mais elle va impacter le système de santé parce que la communication qui est nécessaire, qui va interpeller une des fonctions, disponibilité des médicaments, accessibilité des structures, etc., ces fonctions seront altérées. Et en ce moment, donc, le choc qui arrive, soit c'est un choc avec arrivée massive de maladies, ou c'est un choc qui empêche le fonctionnement des fonctions essentielles, les 4 fonctions dont je parlais. Et donc, dans tous les cas, ce qui est souhaitable aujourd'hui pour le système de santé, c'est le renforcement pour que le système soit résilient. Et ce renforcement a été interpellé depuis des années. Nous travaillons sur le renforcement des systèmes de santé. L'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, le Fonds mondial ont investi beaucoup de ressources pour nous appuyer pour avoir des systèmes de santé forts, mais résilients, dans la mesure où ces systèmes de santé, une fois attaqués par le choc, qui peut être un choc direct ou indirect, le système va se retrouver de répondre à ces 4 fonctions essentielles. Et c'est pourquoi, quand nous regardons les défis auxquels font face nos systèmes de santé, sont nombreux. Nous savons très bien que les crises sanitaires et nutritionnelles récurrentes vont être un défi majeur. Et nous le savons, c'est des crises qui ne tardent pas. Nous savons également que la rapidité de l'accroissement de la population et d'autres autres fléaux vont interpeller nos systèmes. Et quand on parle maintenant de renforcement du système de santé, il faut également interpeller les 4 piliers et voir comment les renforcer. Et ces piliers, s'ils sont bétonnés, renforcés, le système sera résilient et c'est toute la problématique de la résilience. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, c'est cette capacité d'adaptation de nos systèmes de santé. Et au Sénégal, pour répondre plus précisément à cette question, nous avons subi le choc comme tous les systèmes. Nous avons un peu tremblé certainement
mais nous nous sommes ressaisis immédiatement, et ce qui fait que le système de santé sénégalais est décrit comme un des systèmes résilients parce qu'il a été capable, après le premier contre-coup du choc, à se ressaisir et à faire face de manière beaucoup plus efficace. Je vous remercie. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction simplement. S'il y a d'autres questions, je vais tenter de répondre. Merci. Merci beaucoup, professeur Diallo. Nous reviendrons certainement vers vous. Vous l'avez si bien dit. Nous serons toujours confrontés à des chocs de différentes natures, mais ce n'est pas une fatalité que chaque choc donc, devienne un désastre, que chaque choc donc, devienne une catastrophe. Le fait que ça le devienne ou pas va dépendre de notre résilience, de notre préparation et des capacités que nous mettrons en avant pour essayer d'y résister. Merci. Donc, nous reviendrons avec certainement des questions et une conversation là-dessus. Mais je pense que je vais peut-être passer la parole à Dr. Diane Gashumba, ancien ministre de la Santé du Rwanda, qui a également aussi une très forte expérience en santé publique, a occupé différentes fonctions au niveau des districts, au niveau également aussi des régions et à l'international, et ce qui l'a amené un peu plus tard à occuper les fonctions de ministre de la Santé et à siéger dans de différents conseils d'administration, dont le plus récent est celui du partenariat Rollback Malaria Partnership. J'ai l'honneur d'être à ses côtés sur ce travail. Donc, Madame Gashumba. OK. So, Jan Gashumba n'est pas là? Elle n'est pas là. OK. Jan Gashumba n'étant pas là, donc nous allons continuer donc, nos discussions et je reviendrai comme promis plus tard vers le professeur Issa Diallo. Mais je m'en vais ensuite maintenant introduire un autre ami et collègue, Dr. Mohamed Ali Pate. Mohamed, very good to see you again. So here is a colleague also who has a very... Encore un collègue qui a une longue expérience au niveau pays. Il a été ministre de la Santé de l'un de nos plus grands pays sur le continent africain. Et aujourd'hui, il dirige l'unité nutrition population de la Banque mondiale. Maman, la question est la suivante. Vous avez été ministre des Finances au Nigeria. Maintenant, vous dirigez le GFF, qui est un mécanisme mondial de financement à la Banque mondiale. Que pensez-vous de la crise actuelle et en particulier au vu de la deuxième vague de la COVID-19? Donc, pouvez-vous nous dire l'impact que vous prévoyez sur les différents secteurs, notamment le secteur économique, et que pensez-vous des ripostes qu'il faut organiser? Merci, professeur Si. Merci aux organisateurs. Je suis particulièrement honoré de participer à ce forum. Au début de la crise, le mécanisme mondial de financement a tiré sur la sonnette d'alarme, notamment en ce qui concerne l'impact possible au-delà de l'impact de la maladie qui est très grave en elle-même. Donc, nous sommes préoccupés par les conséquences sur les services de santé et aussi la peur et la crainte que la COVID-19 peut inspirer aux malades et pour les pousser à ne pas se présenter devant les structures de santé. Il est clair qu'il y a eu des perturbations en ce qui concerne les visites des patients, surtout les enfants de moins de 5 ans qui doivent avoir accès à des vaccins, des perturbations dans les services aussi de famille, de gynécologie et autres. Nous savons même à la fin des confinements que les services peuvent reprendre dans plusieurs pays, mais les conséquences économiques des confinements risquent d'être désastreuses. Et l'on peut voir qu'en moyenne,
40% des soins médicaux ont été perturbés du fait des barrières financières. Donc, en plus de la perturbation des services maintenant, en plus de l'accessibilité à ces services, il y aura des problèmes économiques. Nous pensons que dans 36 pays membres, nous risquons de reculer en matière de contraception. Et je sais que vous pensez comme moi que cela n'est pas acceptable. Le mécanisme mondial de financement appuie plusieurs pays dans la région, à part les autres 36 partenaires que nous avons appuyés. Il s'agit d'offrir les services de base aux femmes, aux enfants, aux adolescents pour leur permettre d'organiser la riposte à la COVID-19. Nous appuyons les pays pour qu'ils puissent avoir accès aux meilleures preuves et pour qu'ils puissent exécuter leurs projets malgré les défis. Nous appuyons aussi nos partenaires pour qu'ils adaptent leurs services d'approvisionnement en services pour appuyer les citoyens, surtout dans le secteur privé et dans les organisations communautaires. Donc, il ne s'agit pas uniquement de rendre disponibles les produits et les services. Nous devons veiller aussi à ce que les personnes qui en ont besoin puissent y avoir accès. Nous appuyons les pays en matière de communication publique pour des tâches de sensibilisation afin que l'utilisation des coupons et des bons puisse permettre l'accès équitable. Les organisations de la société service et les organisations communautaires doivent aussi s'impliquer. En fait, nous devons veiller à ce que les femmes et les jeunes puissent continuer à bénéficier de ces services. Je pense que ce sont là les questions fondamentales auxquelles nous devons répondre. Mais tout d'abord, pour les efforts de redressement, les pays doivent compter sur leurs propres efforts et sur les efforts de la population. Ensuite, nous devons mettre l'accent sur les communautés, sur l'égalité entre les genres et aussi sur les questions de reproduction sexuelle. De même, les systèmes doivent être prévus qui permettront de répondre aux besoins des enfants et des femmes. Et enfin, les conséquences économiques de cette crise ont réduit même l'espace physique. Mais il n'y aura pas de redressement durable sans une augmentation des investissements dans les femmes et les enfants. Et donc, dans les budgets nationaux, il faut aussi prévoir cela. Les ministères de la Santé et les différents ministères pertinents doivent se mobiliser pour apporter cette assistance. Il faudra que nous travaillions tous ensemble. Et la Banque ainsi que le mécanisme mondial sont engagés à travailler en étroite collaboration avec les dirigeants des communautés, les organisations des Nations Unies, les bailleurs bilatéraux, les fondations, la société civile, pour appuyer les pays à protéger les services de santé lors de chocs comme la COVID-19, tout en construisant un système de santé qui puisse être l'épine dorsale de notre stratégie. Nous voulons travailler avec vous tous. Merci beaucoup de nous avoir invités encore une fois. Thank you very much, Mohamed. Thank you for giving us four very concrete recommendations moving forward. Merci pour ces recommandations concrètes. Voilà le soutien qui doit venir de la communauté internationale. Il doit y avoir cette collaboration multisectorielle entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé afin de capitaliser sur les gains qui ont déjà été acquis. Comme l'a dit le professeur Diallo, nous devons renforcer la résilience de notre secteur de santé, surtout dans nos pays où le secteur de santé va au-delà
du système de santé gouvernemental, parce que cela inclut le système de santé de la communauté. Donc, je crois que le docteur Diane Gachumba s'est joint à nous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Je remercie le professeur Awa Korisek qui m'a associé à cette importante discussion. Je suis heureuse de pouvoir porter ma contribution à cette discussion. C'est vrai, comme mes prédécesseurs l'ont dit, un système de santé résilient est une priorité. Si un système de santé n'est pas résilient, il ne saura pas être préparé au choc, il ne saura pas répondre aux besoins minimums de la population. Et la question ici que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un système résilient? Est-ce que tous les pays comprennent ce que c'est qu'un système résilient? Est-ce que tous les pays sont préoccupés par la résilience de leur système? Est-ce qu'on a tiré des leçons des chocs dans le passé? Est-ce qu'on a tiré des leçons de l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest principalement, mais aussi la République démocratique du Congo? Quelles leçons on a tirées? Mais aussi les déclarations que nos pays font souvent, comme la déclaration d'Abuja. Il y a eu une déclaration sur le financement du secteur santé en 2019, au mois de février, initiative de l'Union africaine, championné et présidé par son Excellence le président Kagame. Beaucoup de pays africains ont signé des résolutions. Nous signons des résolutions pour la lutte contre le paludisme. Mais est-ce qu'on bâtit notre système au jour le jour? Est-ce que le ministère de la Santé en Afrique collabore avec le ministère des Finances? Est-ce que le ministère de la Santé collabore avec l'institution en charge de l'immigration et l'immigration? Parce que quand on parle d'épidémie, quand on parle d'urgence, ça ne reconnaît pas les frontières. Qu'est-ce qui en est de la collaboration entre États? Qu'est-ce qu'il en est du système de santé primaire? Qu'est-ce qu'il en est du financement de nos systèmes? Est-ce que nos pays ont la mutuelle de santé, par exemple? Est-ce que nos pays ont les agents de santé qui sont formés, qui vont donner des services de qualité? Est-ce que les infrastructures sont de qualité? Est-ce qu'ils sont adaptés à la population qu'on a? Est-ce qu'ils sont préparés aux urgences? Est-ce qu'aujourd'hui, demain, avec la pandémie du COVID, quelles leçons on va tirer? C'est quoi l'interaction entre les États? C'est quoi l'interaction entre les ministères au sein d'un pays ou l'administration locale? C'est quoi ce qu'il en est du leadership et de la gouvernance? Tout ça, c'est ça qui fait qu'un système soit résilient, qu'un système soit fort, mais aussi quelle attention un pays ou le ministère de la Santé porte aux gens les plus vulnérables, comme mes prédécesseurs l'ont dit, les femmes, les enfants, les gens vivant avec des handicaps, les handicapés. Quelle est l'attention qu'on porte et quelle place on leur accorde dans le système de santé? C'est tout ça qu'on doit discuter, c'est tout ça, c'est des leçons qu'on doit tirer. Je me dis, je ne vais pas paraître cynique ou sarcastique, mais à toute chose, malheur est bon. Aujourd'hui, la pandémie de COVID frappe le monde entier. Et pour moi, j'espère que le monde entier va se mettre ensemble pour s'entraider, pour échanger, pour un futur meilleur. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Gachumba. Vous avez fait référence à toutes les promesses qui ont été faites au fil des années. Et la question est de savoir, avons-nous tenu ces promesses? Et le fait de les avoir tenues ou pas aura certainement un impact sur le degré de préparation que nous avons par rapport au choc et le niveau de résilience que nous avons pour prévenir que ces chocs deviennent des catastrophes comme nous les vivons donc, en ce moment. Donc, j'ai jeté un coup d'œil sur le chat bar et je vois qu'il y a une question assez précise qui a été posée en ce qui concerne la prochaine rentrée universitaire et ceci est lié à la résilience du système de santé. Et peut-être je vais l'adresser au professeur Issa Diallo pour voir comment maintenant les différents événements auxquels nous sommes de toute façon confrontés dans la vie de tous les jours et qui viennent en vague tels que la rentrée scolaire ou bien des événements religieux de grande envergure
donc peuvent avoir un impact sur la résilience des systèmes de santé. Et comment voyez-vous cette rentrée 2020-2021 par rapport à notre préparation et notre résilience? Merci beaucoup, mais je pense que comme la dernière communicante a bien dit, souvent c'est sous la pression de la nécessité que nous apprenons et nous travaillons sur la résilience. Je pense que cet appel au renforcement des systèmes de santé date des années 2000. Dans les années 80, on était dans les programmes verticaux, etc. Et quand il y a eu justement ces catastrophes, nous nous sommes préparés. L'ouverture des classes, l'ouverture académique est un défi qui, de toute façon, doit être adressé. Et en l'adressant, le système de santé va prouver par la créativité, l'imagination, parce que je ne l'ai pas détaillé, mais l'un des éléments essentiels de la résilience, c'est une bonne gouvernance. Donc, quand les capacités de leadership, le sens de l'organisation et de l'innovation et la créativité sont en place, la chance d'avoir un système résilient est beaucoup plus grande. Donc, ce n'est pas seulement un problème de mettre en place les infrastructures, les équipements, les ressources humaines, les médicaments et les vaccins, mais il faut une gouvernance forte, capable de réagir immédiatement avec toute la flexibilité qu'il faut. Et c'est pourquoi les systèmes vont être secoués. Ceux qui étaient uniquement administratifs et bureaucratiques vont laisser la place au management moderne avec toute la notion de créativité et de sens de l'innovation. Et c'est ça qui va arriver. Merci beaucoup, professeur, d'avoir fait référence encore une fois à la gouvernance et à l'innovation. La gouvernance, c'est aussi la redevabilité. Il n'y aura pas de gouvernance véritable si on n'a pas le devoir de rendre compte. Et s'il n'y a pas ce devoir de rendre compte, il n'y aura pas la confiance qui est nécessaire pour que les populations suivent les élites ou bien ceux qui sont dans le gouvernement, dans le sillage qu'ils sont tracés pour la prévention et pour la réponse. Voilà, nous sommes un peu bousculés par le temps. Je vous demandais juste à Mohamed et à Jan Gashumba, chacun et chacune, de nous donner peut-être une dernière recommandation pour une réponse beaucoup plus adéquate des systèmes de santé. Mohamed, what would be your final unique recommendation as far as the resilience of health systems, is concerned? Thank you. I think the key is to really focus on the front lines. Je pense que l'essentiel, c'est de se concentrer sur les premières lignes parce que les systèmes de santé primaires sont la base du système de santé. Nous devons donc identifier les services de base à rendre qui vont nous aider non seulement pour la COVID, mais d'autres questions qui pourraient engendrer des coûts énormes en termes de vie. Et je pense que c'est notre domaine de travail. Lorsque nous travaillons avec les communautés, nous devons rendre les services de base disponibles et éviter que personne ne soit mis de côté. Recommandation finale. Merci beaucoup. Mes recommandations seraient l'utilisation des données pour avoir des données fiables, les disséminer, mais aussi la digitalisation de nos services pour une réponse plus rapide et qui arrive à tout le monde, mais aussi le renforcement des structures qui existent, mais aussi la décentralisation pour arriver au niveau de la communauté, au niveau de la population, là où la population vit, et aussi surtout l'hygiène basique, l'hygiène corporelle, l'hygiène à la maison, parce que beaucoup d'épidémies sont liées au manque d'hygiène. Merci beaucoup. Merci. Je m'en vais maintenant passer la parole à mon co-président, Ibrahim Cherdjong, qui va nous mener vers les autres secteurs qui sont impactés et desquels on attend des réponses pertinentes et adéquates. Over to you, Cheikh. Merci énormément, monsieur le co-président de la séance. Je suis avec beaucoup d'intérêt votre connaissance du secteur et qui s'est manifestée par la pertinence des questions, mais aussi la réaction des orateurs. Je sais que vous êtes très modeste pour parler de votre background, mais je vais en parler parce que vous m'avez fait l'honneur de dire un petit peu ce que j'ai fait et je suis très fier
de ce que vous faites pour ce secteur, en commençant d'abord par vos activités aux Nations Unies. Vous avez travaillé longuement dans le secteur des sida aux Nations Unies, mais dans d'autres institutions des Nations Unies également. Je me permets de vous embarrasser en disant que vous avez été le premier Africain secrétaire général de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une grande fierté pour le continent africain. Et également, si je ne me trompe pas, le premier Africain est président de la Fondation Kofi Annan, qui est aussi une autre fierté pour le continent africain. Donc, c'est un plaisir d'être à vos côtés pour cette séance. Le Forum Galien est toujours quelque chose de très émotionnel pour moi, pour avoir participé en tant que modérateur principal les 2 dernières éditions à Dakar. Vous pouvez imaginer à quel point je ne pouvais pas manquer cette 3e édition. Et j'ai remarqué sous le leadership et la pertinence et l'énergie de Madame la Présidente du comité scientifique, cet aspect même virtuel n'a pas encore enlevé à aucun moment la vigueur et l'énergie de ce forum pour lequel l'Afrique est extrêmement fière. Monsieur le co-président, je vais quitter le secteur de la santé, que j'aime bien, pour passer à un secteur économique extrêmement important. C'est donc le secteur minier, des ressources extractives, qui a un impact important et aussi considérable dans nos économies africaines, de par la création d'emplois d'une part, mais d'autre aussi la contribution à la croissance économique partout en Afrique. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous 2 orateurs extrêmement brillants, mais aussi qui ont beaucoup d'expérience dans le secteur, à commencer par mon cher ami Abdou Aziz Sy, qui est le directeur général de Sabodala Gold au Sénégal. Et nous avons avec nous aussi Bachi Baldé, qui est directeur exécutif adjoint de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Alors, M. Sy, je vais commencer par vous. Vous êtes quand même dans un secteur de l'or, un secteur extrêmement important pour les communautés en Afrique. Ma question, qui est donc 2 questions groupées à une seule question, est la question de savoir un peu comment la pandémie a impacté donc votre industrie, d'une part, mais considérant les communautés qui sont affectées par votre industrie, je me demande quelles sont les initiatives que vous avez entreprises pour pouvoir donc accompagner ces communautés dans le secteur où vous êtes, M. Sy. Vous êtes sur mute, M. Sy, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5, allez-y. Voilà, bonjour, merci beaucoup, cher Ibrahima. C'est vraiment un plaisir et un honneur de participer auprès d'éminents panélistes à cette 3e édition du Forum Galien, qui porte cette année sur l'impact sanitaire et socio-économique de la pandémie de COVID-19 en Afrique. Permettez-moi, avant de répondre directement à vos 2 questions et pour remettre dans le contexte, vous-même vous avez souligné l'importance de ce secteur. Je vais peut-être l'illustrer par notre entreprise, nos contributions dans l'effort national de lutte contre la pandémie et comment on a été impacté et réagi face à cette pandémie. Donc, Sabodala Gold Operation, que je dirige, est la filiale sénégalaise du groupe canadien Teranga Gold Corporation. Elle est la première entreprise minière aurifère du Sénégal. Le groupe est présent aussi au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Nos opérations sénégalaises se trouvent dans la région de Kédougou, où nous sommes le premier employeur avec 1400 employés, dont la moitié provient justement de la région de Kédougou. Et vous pourrez constater notre contribution avec l'exemple de l'année 2019, avec 190 milliards. Les 120 milliards ont été directement dépensés au Sénégal, ce qui fait à peu près 1% du PIB d'une entreprise, répartis entre achats locaux pour 78 milliards francs CFA et 34 milliards de francs CFA payés directement au trésor public, ce qui fait de nous place dans le top 3 des plus gros contribuables du pays. En tout cas, comme tout le monde le sait, le 11 mars, l'OMS a déclaré Covid-19 pandémie planétaire. La vitesse à laquelle
le virus s'est propagé depuis lors et les conséquences financières et sociales sont sans précédent. Les mesures prises par les gouvernements du monde entier pour imposer l'arrêt des activités économiques et dicter des protocoles stricts de distanciation et mettre en quarantaine les voyageurs et les personnes contacts ont eu et continueront d'avoir un impact sur toutes les entreprises et la nôtre n'a pas été épargnée. Mais nous avons appréhendé la situation avec sérieux, sérénité et responsabilité, avons mis en place un dispositif de prévention, de détection et de prise en charge pour à la fois préserver la santé de nos travailleurs, leurs familles et les communautés voisines de nos opérations et maintenir notre outil de production en fonctionnement tout au long de la crise sanitaire. Cela a évidemment impacté notre production au premier semestre de 2020 et nos coûts, mais la santé de nos employés n'a pas de prix. S'agissant de la gestion du personnel, en raison des restrictions imposées par la COVID, nous avons mis en place des protocoles de confinement depuis mi-mars, tout en maintenant notre outil de production en activité. Nous avons étoffé notre équipe médicale et identifié et contracté avec plusieurs hôtels où nous mettions en quarantaine nos équipes de relève pour permettre la rotation du personnel qui prévoyait une période d'isolement de 14 jours pour les travailleurs qui doivent rejoindre le site de production. Nous avons aménagé des heures de repos conformément au protocole de gestion de la fatigue et nos employés basés à Dakar, qui était l'épicentre de la pandémie au Sénégal, se sont mis en mode télétravail du mois de mars jusqu'à la fin octobre. D'ailleurs, on est en train de songer à retourner au télétravail avec ces prémices d'une seconde vague de COVID-19 au Sénégal. En ce qui concerne la gestion de la production, dans le but d'atténuer le risque d'éventuelle rupture d'approvisionnement, la stratégie adoptée consistait à augmenter autant que possible les stocks de pièces et matières essentielles sur place. La logistique pour les expéditions d'or et la rotation du personnel expatrié furent un défi majeur au début de la pandémie. Malgré tout, nous avons pu affréter des vols spéciaux pour organiser les expéditions régulières vers nos raffineries en Europe et la relève de nos personnels expatriés avec cependant des coûts plus élevés. Sur la gestion des cas COVID enregistrés, parce que nous avions un plan de prévention qui a été réussi jusqu'à la mi-août, et à partir de la fin août, nous avons enregistré nos premiers cas et nous avons déroulé notre plan de réponse. Effectivement, nous avons aussitôt renforcé le dispositif sanitaire et préventif sur les lieux et avons pu compter sur le soutien des autorités médicales nationales. Nous avons ouvert un centre de traitement épidémiologique sur notre site validé par le Comité national de gestion des épidémies et nous avons déployé au niveau de la mine un laboratoire pour le prélèvement et l'analyse des tests réalisés sur les cas suspects, les cas contacts et les collègues en partance ou de retour de leur congé statutaire. La grande majorité des cas COVID sur site ont été heureusement asymptomatiques et n'ont été détectés qu'à la suite de tests systématiques effectués auprès des employés et partenaires qui quittaient ou rejoignaient la mine conformément au protocole sanitaire que nous avions mis en place. J'en viens maintenant à votre deuxième question. Quelles contributions et les interventions que nous avons apportées au profit des communautés au niveau national et régional? Notre contribution... Monsieur, en approchant cette deuxième question, j'aimerais bien en savoir un peu plus, par exemple, quelles sont les actions que vous avez menées avec l'État sénégalais pour coordonner au fait votre intervention avec ce que l'État va faire. Je sais qu'ils ont une approche inclusive de travailler avec le secteur privé. Peut-être que ce serait bien de parler de cette expérience parce qu'on peut en tirer des leçons. Tout à fait. Bon, c'est une expérience pertinente au moment déjà du début de la pandémie avec les restrictions qui ont été imposées. Effectivement, le Sénégal a instauré l'état d'urgence, a restreint les déplacements entre régions. Et nous, on a travaillé en bonne intelligence avec les autorités aussi bien nationales, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, mais aussi avec la gouvernance de Kédougou pour avoir des autorisations spéciales, mettre en confinement notre site, effectivement avec la tutelle du ministère des Mines, et aussi commencer à la mettre en quarantaine nos employés, comme d'ailleurs à l'époque le recommandaient les prescriptions et les recommandations du ministère de la Santé, où les personnes qui se déplaçaient ou qui rentraient dans le pays devaient être mises en quarantaine pendant une période, les personnes contacts. Donc, nous avons utilisé le même dispositif pour l'appliquer à nos sites, avec d'ailleurs une rigueur beaucoup plus accrue. Donc, on s'est aligné au plan national et sur certains points, en tout cas, on a été beaucoup plus rigoureux. Mais pour participer à l'effort national, nous avons aussi, avec l'appui de notre ministère, c'est le ministère des Mines, apporté en tout cas des éléments précis, notamment quand on a eu ces cas.
nous avons décidé de tester tout le personnel de notre site qui devait aller en congé, bien qu'à l'époque, la stratégie nationale recommandait seulement de tester les personnes qui sont symptomatiques ou qui ont des comorbidités, ou en tout cas qui sont des personnes vulnérables. Nous sommes alignés sur ces procédures avec donc des exceptions qu'on a pu obtenir. Et aussi, le Comité national de gestion des épidémies, lorsqu'on a identifié les premiers cas, nous avons mis en place ce que nous appelions un motel, mais qui est un centre de traitement épidémiologique, sont venus le valider, vérifier que c'était conforme aux recommandations nationales. Et ils nous ont aidé aussi à avoir une antenne du laboratoire Pasteur directement à Sabodala pour pouvoir donc identifier ces tests. Donc, c'était vraiment en bonne synergie. Et les résultats que nous avons obtenus, c'est bien sûr, le mérite revient à notre équipe médicale qui a été vraiment sur tous les combats, aux communautés qui vivent aux alentours de la mine, qui ont fait preuve de discipline, à nos employés aussi qui ont fait preuve de sacrifice pendant ces moments difficiles, et aussi à toutes les autorités qui nous ont accompagnés pendant ces moments, les autorisations spéciales qu'on a eues pour pouvoir faire le personnel expatrié. Parfait. Merci beaucoup pour l'exemple du Sénégal. On va prendre une perspective beaucoup plus globale en passant à notre deuxième interlocuteur. Mais avant de le faire, j'ai quand même l'immense plaisir d'introduire notre troisième co-modératrice, co-présidente, qui est professeure Claudine Lougué, ministre de la Santé du Burkina Faso, qui nous a rejoint assis. Voilà, et que j'aurai l'opportunité de présenter après cette session pour prendre donc ces remarques avant qu'on passe à la dernière session, monsieur le co-président, si vous êtes d'accord. Excellent, très bonne idée. Bienvenue, madame la co-présidente. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer par une perspective beaucoup plus globale dans le secteur donc, des ressources naturelles. On a la chance d'avoir parmi nous M. Bachi Baldé. Bachi, ma question à vous, c'est de voir un petit peu de manière générale et globale, et naturellement le contexte africain, comment la pandémie a affecté, impacté le continent africain. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des interventions particulières que vous avez prises pour pouvoir accompagner les pays africains? Bachi. Merci. Alors, vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y. OK. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation adressée à l'ITIE, qui est une norme de transparence et de bonne gouvernance pour les industries et pour les ressources naturelles. Permettez-moi de transmettre le message de salutation de la présidente du Conseil, Mme Helen Clark, qui n'a pas pu se joindre à cette assemblée à cause du décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande. Je parle aussi sous le contrôle de Madame la ministre d'État, Son Excellence Madame Awa Marie Coll Seck, qui représente les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest au sein du Conseil d'administration internationale de l'ITIE. Donc, pour répondre à vos deux questions, la première, notamment l'impact de la pandémie du COVID-19 sur les pays mettant en œuvre l'ITIE en Afrique, je voulais tout premièrement dire d'abord que il est important de rappeler que 26 des 55 pays membres de l'ITIE sont des pays africains. Ces pays, souvent riches en ressources naturelles, doivent financer en urgence des soins de santé prioritaires en se fondant souvent sur les revenus de plus en plus incertains dégagés des opérations du secteur extractif. Le premier constat après la crise, de façon générale, qu'on peut faire, est que l'industrie minière en Afrique a été moins perturbée que d'autres. Même si certaines mines ont dû temporairement fermer, puis réouvrir 2 à 3 semaines après, de façon générale, l'industrie minière et pétrolière en Afrique est restée résiliente à travers cette crise. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que la crise du COVID-19 a été un facteur accélérateur des tendances qui se dégageaient déjà avant la crise. Je vais donner 3 tendances. La première tendance de volatilité des prix des matières premières, qui était déjà le cas avant la crise,
cette tendance a été accélérée et amplifiée par la crise. Le prix du pétrole, par exemple, a oscillé fortement dans le deuxième trimestre de cette année, entre moins 40 et plus $40 par baril. Il y a eu de fortes variations pour d'autres matières premières, telles que l'or, le fer ou le cobalt, qui sont produits en grande quantité en Afrique, par exemple. La deuxième tendance, c'est la tendance de transition énergétique vers les énergies renouvelables. Cette tendance a également connu une accélération sous l'effet de la crise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs sont plus regardants sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance que dans le passé. Les États africains doivent tenir compte de cette dimension dans le développement de leurs gisements miniers et pétroliers. La dernière tendance que je voulais souligner, c'est le surendettement des États, notamment sur la base des matières premières. Cette tendance-là également, elle existait avant la crise, mais elle a été accentuée et accélérée. Et le moratoire par les pays du G20 qui viennent d'intervenir pour le remboursement des dettes est une bonne initiative, mais qui, à notre avis, risque de ne pas être suffisante si les dettes privées restent toujours dues. Donc voilà quelques tendances globales que je voudrais souligner qui se dégagent directement et qui affectent le secteur extractif africain. Je peux aller un peu élaborer sur nos réponses, les mesures prises par notre initiative pour répondre à cette crise. Mais je me réfère à vous si vous voulez d'abord que je le vois. Allez-y, M. Baldé, on va quand même avoir les solutions là, des problèmes. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement pour apporter des réponses? Très bien. Donc, le conseil d'administration de l'ITI a reconnu la gravité de la situation plutôt déjà en mars de cette année. Et les premières mesures qui ont été prises par le conseil d'administration, c'était d'introduire des mesures de flexibilité dans la mise en œuvre de la norme ITE. Donc, les exigences de transparence et de bonne gouvernance restent toujours applicables à tous les pays membres de l'ITE, mais elles sont maintenant, on a introduit des mesures de flexibilité pour permettre la collecte et la divulgation de l'information dans cette situation de pandémie. Donc, l'une des premières mesures, c'était de faire en sorte d'apporter des changements sur le modèle de rapportage et de faire en sorte que les informations qui seront publiées soient plus ponctuelles et qu'elles s'adressent à des questions qui permettent à informer les décideurs publics sur la façon que le secteur, le dernier développement de ce secteur, les effets de la crise sur le secteur, sur l'emploi et sur d'autres dimensions, et aussi avoir quel est l'effet sur les populations les plus vulnérables et quelles sont les mesures à prendre pour accompagner cela. Donc ça a été notre axe prioritaire, si vous voulez, pendant la crise. Nous avons aussi une dimension contrôle, parce que nous sommes une norme internationale, donc nous contrôlons tous les États à travers un processus que nous appelons la validation. Donc le conseil d'administration a dû revoir le calendrier de validation pour échelonner cela dans le temps, revoir la méthodologie, faire en sorte que cette méthodologie-là aussi soit plus sensible et flexible et répondre aux besoins des citoyens dans cette période de crise. Donc, voilà deux éléments de réponse que nous avons pris. Pour conclure, je dirais que nous avons appris à travers cette crise que pour être efficaces, les politiques doivent être transparentes, inclusives, mais aussi avoir des éléments de support nécessaires pour les communautés les plus vulnérables. Et nous pensons que cet élément est très important et nous pensons qu'en Afrique, on peut compter sur le secteur extractif si on continue à améliorer la transparence et le degré de responsabilité de la façon dont ce secteur est géré. Je vous remercie. Merci, M. Baldé. Vous avez anticipé sur ma dernière question qui allait être quel est le message de la fin, mais vous avez suggéré la transparence et le soutien des communautés vulnérables qui sont affectées par la pandémie comme mot de la fin. Alors, M. Si je reviens à vous pour une question qui nous vient du chat et le mot de la fin.
La question est de savoir, c'est vrai que vous êtes quand même un secteur privé, au-delà même des mesures communautaires, vous êtes quand même productif, rentable. Et la question est de savoir comment donc cette pandémie a impacté votre productivité, a impacté, comme disent les anglophones, the bottom line de votre compagnie. Et naturellement, le mot de la fin. Monsieur Si. Oui, en fait, je l'ai indiqué tantôt, effectivement, on a eu une baisse de production au premier semestre en raison de la gestion de la fatigue, en raison de notre personnel qui a dû rester sur site plus longtemps que prévu. Mais comme l'a dit d'ailleurs M. Baldé, on a quand même profité des cours de l'or qui ont été nettement plus favorables. Les cours de l'or ont atteint des sommets historiques. Même si on a fait une production un peu réduite, parce qu'on aurait plus de repos au personnel, le chiffre d'affaires est resté élevé en raison effectivement des cours de l'or. Mais on a su bien nous adapter par rapport à la situation. Et nous avons aussi, en fait, été à l'écoute de la communauté nationale, des autres secteurs d'activité qui ont été impactés. J'avais évoqué tout à l'heure la contribution qu'on a faite au niveau national. On a contribué au fonds Force Covid mis en place par le gouvernement à hauteur de 500 millions de francs CFA. Nous avons accordé au CHU de Fann, qui était en fait le centre de traitement épidémique le plus important au Sénégal, nous les avons dotés d'un analyseur eFlash 3000 qui permet de faire des tests sérologiques avec une quantité de 10 000 tests et pour une valeur de 65 millions. Et aussi, nous avons apporté notre contribution à la région de Kédougou pour une valeur de 130 millions de francs CFA, non seulement dans des campagnes de sensibilisation, mais aussi en don de vivres, parce que pendant la période d'état d'urgence de couvre-feu, les déplacements étaient réduits, l'activité économique très réduite. Donc, nous avons soutenu les populations dans ce sens-là. Maintenant, le mot de la fin, c'est effectivement de considérer les nouveaux paradigmes. Bon, c'est vrai, dans notre secteur, il faut maintenant, bon, j'ai indiqué qu'à notre bureau de Dakar, nous avons mis les gens en télétravail. Il faut donc imaginer des solutions comme ça, là où c'est possible de pouvoir donc travailler à distance parce que les rassemblements devraient être réduits, même si pour la mine, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas, comme on dit, virtualiser tous les postes. Donc, la résilience et puis aussi, bon, il y en a qui ont tiré profit du contexte, en partie nous, le secteur aurifère, en raison de la valeur refuge que représente l'or, nous avons été moins impactés sur le plan financier. Très bien. Donc, plus de transparence de nos États, soutien des communautés vulnérables, on peut avoir une responsabilité sociétale en même temps aussi de garder sa profitabilité. Et naturellement, c'est une pandémie qui nous pousse tous à être innovants dans la façon de travailler. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos deux panélistes. On va passer immédiatement à notre troisième panel, mais naturellement, on va le faire comme promis. Je vais demander à notre troisième coprésidente, Madame professeure Claudine Lougué, ministre de la Santé du Burkina, de nous donner quelques commentaires avant de passer au troisième panel. Et je vois qui est aussi Madame la ministre, à vous, avant de passer au dernier panel. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la troisième édition. J'avais pu participer activement à la première édition en tant que doyen de faculté. Je voudrais présenter mes excuses à mes co-présidents. Et c'est la connexion qui a posé problème, mais sinon j'étais à l'heure. Et la personne qui ne devrait pas être présente était présente, donc moi j'avais du mal à me connecter. Je voudrais remercier les intervenants du premier panel que j'ai pu prendre au vol, et Mohamed Pathé, que je connais très bien à travers le GFF, dont je suis moi-même coprésidente et représentant les bénéficiaires. Remercier ma chère amie Diane et remercier tous ceux qui ont parlé avant le deuxième panel qui était fort intéressant, le premier qui était intéressant, le deuxième qui était fort intéressant parce que le Burkina Faso a bénéficié de l'apport
des mines, des sociétés minières, notamment la société minière représentée au Sénégal et au Burkina Faso. C'est une société, les sociétés minières ont accepté suivre les mesures restrictives de liberté pour nous accompagner, nous ont renforcés dans la capacitation de laboratoire et de prise en charge. Et donc, vraiment, c'était des panels très, très intéressants. Et je voudrais surtout m'excuser de tout ce qui s'est passé antérieurement avant moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la coprésidente. On a essayé autant que possible d'assurer à votre absence et vos excuses sont acceptées avec plaisir. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à la dernière session. On va essayer de regrouper tout ça, la santé, les mines, l'économie et parler de l'impact socio-économique de la pandémie sur nos pays. Et nous avons 3 excellents panélistes qui vont apporter des perspectives différentes, notamment la santé avec le ministre de la Santé et doyen de la Faculté des Sciences et de la Santé de l'Université de Lomé, donc du Togo. Nous allons aussi avoir une perspective multidimensionnelle. Mon ancienne institution, la Banque mondiale, va aussi apporter sa contribution. Et naturellement, on va aussi avoir la perspective du Sénégal sur comment ils ont pu développer une réponse extrêmement adéquate par rapport à la pandémie. Alors, pour démarrer, je vais demander à un de mes coprésidents, M. Si, de reprendre la parole pour poser donc sa question au ministre de la Santé du Togo. M. Si. Merci, Monsieur le coprésident. Merci, cher. Est-ce que nous avons le professeur Wateba parmi nous pour vérifier d'abord? Professeur Wateba. Voilà, je vérifiais parce que je ne le voyais pas sur l'écran. Donc, ceci étant, bon, et ayant déjà entendu un peu les commentaires de Madame la coprésidente sur tous ces aspects, je vais lui demander de revenir un peu plus tard, en peut-être élaborant sur 1 ou 2 aspects donc, de cette problématique, mais peut-être vous remettre la parole, Cheikh, pour peut-être continuer la discussion avec les 2 autres intervenants que sont M. Belleté et le représentant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. Merci, Monsieur le coprésident, et c'est une très bonne suggestion. On va revenir sur la perspective du ministre de la Santé donc, du Burkina Faso. Vous passez d'un ministre de la Santé à un autre ministre de la Santé, comme sa perspective. Alors, pour la dimension socio-économique, on va d'abord commencer par le Sénégal. C'est quand même un pays, mon pays, qui est cité comme un bel exemple par rapport à la réaction et la réponse par rapport à la pandémie. Et c'est aussi un pays qui a pu développer en si peu de temps une réponse extrêmement adéquate par rapport à la pandémie. Nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Bamba Diop, qui est donc le directeur général, si je ne me trompe pas, de la planification et des politiques économiques. Bamba, si vous êtes avec nous, ma première question à vous, c'est peut-être de revenir un petit peu sur les défis auxquels le Sénégal était donc confronté une fois que la pandémie était avec nous, surtout que j'ai d'avoir une croissance à 2. Revenir rapidement sur ces défis-là par rapport à la pandémie et naturellement revenir sur la réponse que le Sénégal a apportée pour pouvoir réagir sur le plan économique à la pandémie. M. Bamba Diop. Merci beaucoup, M. Diong. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je voudrais à l'entame dire que à ma place, normalement, M. le ministre Amadou Hott devait être là, mais il est pris dans une réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA qui a duré longuement. Et donc, je vais essayer de transmettre ses propos, son message par rapport aux questions que vous allez poser. Pour la première, d'abord, il faut dire que le Sénégal a apporté 2 types de réponses. Une réponse de court terme et une réponse, disons, à moyen terme.
Et donc, avec la COVID, vous me posiez la question à savoir quels étaient les défis. Ces défis-là s'articulent autour de 5, sont au nombre de 5. On a la question de la sécurité alimentaire, la question de la sécurité, de la souveraineté pharmaceutique sanitaire, la question de l'industrialisation et la question de la protection sociale et la transformation numérique. Donc l'analyse, les leçons acquises avec cette pandémie-là ont réaffirmé en tout cas ces nouvelles priorités du gouvernement et qui ont justifié un peu l'ajustement du plan d'action prioritaire sur lequel peut-être on pourra y revenir. Voilà. Maintenant, allez-y, c'est la réponse. Maintenant, pour la réponse, avec l'apparition des premiers cas, le Sénégal, d'abord, pour la réponse de court terme, a mis en place un programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1 000 milliards, à peu près 7% du PIB, du PIB du Sénégal. Donc, le classant déjà comme l'un des, en tout cas le deuxième en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et donc, cette réponse-là s'articulait autour de 4 piliers: le renforcement du système sanitaire avec le plan de contingence, la distribution de vivres aux couches les plus vulnérables, la stabilité macroéconomique à travers tous les appuis que l'État a mis en place pour accompagner le secteur privé et les entreprises, que ce soit des entreprises formelles ou informelles, avec des fonds de garantie ou des mesures fiscales. Et le dernier pilier, c'était juste pour sécuriser l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en hydrocarbures pour permettre en tout cas d'accompagner l'activité économique, mais également les ménages les plus vulnérables. Merci beaucoup. On va quitter le Sénégal pour avoir maintenant une perspective beaucoup plus globale. Mr. Nathan Belletti, I know you are online. You're the World Bank Country Director in Senegal, but also government. Vous êtes directeur pays de la Banque mondiale au Sénégal. Vous couvrez aussi la Mauritanie et la Guinée. Vous n'êtes pas uniquement en charge. Donc, vous avez Sénégal, une perspective régionale. Vous êtes en charge de plusieurs La banque pays. a appuyé un certain nombre de pays à faire face à la pandémie. Dans le contexte de la pandémie. Peut-être que vous pourriez nous dire des leçons apprises. Leçons apprises. Et ensuite, quel type d'appui la Banque a apporté à ces pays pendant la crise? Monsieur Natanda Belletti, je sais que vous pouvez parler en anglais ou en français. En anglais. Vous pouvez choisir. La langue qui vous sied. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole ici. En fait, je ne vais pas parler du Sénégal uniquement, mais je vais parler en anglais pour les autres participants. Je remercie le professeur Maricol Seck pour nous avoir invités et je vous remercie tous pour avoir invité la Banque mondiale. Comme vous le savez, les pays en Afrique au sud du Sahara ont fait un gros effort pour contrôler la pandémie. Néanmoins, elle continue à faire des dégâts dans les économies des pays africains et ainsi notre continent se retrouve dans la première récession des 25 dernières années. Il y a eu une contraction de 3,3% du PIB. Au Cap-Vert, par exemple, la contraction sera presque de 11%. Au Sénégal, nous avons eu les 6 années écoulées qui ont été marquées par une forte croissance. Et maintenant, nous avons une contraction de 0,7%. Tout ceci pour dire que les économies ont été dévastées. Les dernières estimations sur le marché, de l'impact sur le marché du travail dans les 32 pays que nous avons étudiés
des statistiques d'avril à juillet. Voilà les chiffres clés qui apparaissent dans le monde. Sur les 35% qui ont répondu au questionnaire, ils ont arrêté leur travail. 18% de travailleurs salariés ont connu une baisse, une réduction de leur salaire. Et 65% de tous ceux qui ont répondu ont connu une augmentation de leur revenu familial. Et cet impact caractérise le monde entier. En Afrique, au sud du Sahara, notre estimation montre que la COVID-19 va mettre 40 millions de personnes dans la pauvreté extrême. Et ainsi, l'on renverse les progrès substantiels qui ont été faits lors des 25 dernières années. La route du recouvrement sera très longue, du redressement sera très longue. Et c'est pour cela que le rôle des organisations multilatérales et même de la coopération bilatérale sont nécessaires pour offrir un soutien d'urgence, en particulier aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Il faudra donc que ce redressement soit dynamique et équitable. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que la Banque mondiale a fait, la Banque mondiale a été très active dans la région Afrique dans le cadre de sa réaction mondiale. Elle a mobilisé 160 milliards de dollars américains pour une période de 15 ans pour 100 pays. Et sur ces 150 milliards de dollars sont consacrés à l'Afrique. En Afrique, la riposte de la Banque mondiale porte sur 4 points. D'abord, sauver des vies. Ensuite, protéger les pauvres. Ensuite, protéger et créer des emplois. Et enfin, reconstruire à partir de meilleures fondations. Nous fournissons des appuis par diverses interventions dans la santé, la protection sociale, le développement économique et des mesures pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Nous travaillons aussi avec différents pays pour le redéploiement des ressources existantes. Pour vous donner quelques exemples concrets, dans cette sous-région, l'une des premières choses que nous avons faites depuis le mois d'avril, nous avons fourni un appui à une riposte santé dans 4 pays pour appuyer tout leur système de santé et la filière d'approvisionnement en médicaments. En plus de cela, nous avons soutenu l'emploi au Sénégal. 7000 artisans informels ont reçu un appui. Nous avons fourni un soutien aux DARA, aux autres écoles en termes d'approvisionnement. Au Cap-Vert aussi, en Guinée-Bissau, en Gambie, nous avons appuyé des programmes de protection sociale pour les communautés les plus vulnérables. En plus de cela, nous avons fourni un appui budgétaire au Sénégal, en Mauritanie, 2 opérations d'appui d'urgence, essentiellement pour aider à combler les déficits de financement que ces économies connaissent. Enfin, je vais conclure. Mon collègue, le Dr Patrick, a dit qu'il était le responsable pour beaucoup de ces activités. Nous avons prévu et approuvé un financement additionnel pour les vaccins. Notre objectif est de travailler avec tous les pays africains et tous les pays du monde pour veiller à ce que nous puissions acquérir et fournir de la manière la plus efficace et la plus équitable possible des vaccins aux populations qui en ont besoin. Final recommendation and takeaway from the conversation. Je vais peut-être repasser la parole à mon co-président, M. Si, qui certainement peut-être a une réflexion, une question à poser à nos panélistes. M. Si. Merci encore une fois, M. le Co-président. Nous avons vu avec ces interventions, bien entendu, qu'un problème multidimensionnel appelle une réponse multidimensionnelle et multisectorielle. Et c'est à ce à quoi maintenant ces différents secteurs se sont attelés
Donc, et un des secteurs sur lesquels nous revenons toujours est celui de la santé, bien entendu. La santé qui est vue comme un problème médical, mais également aussi un problème social, un problème environnemental et un problème de développement. Et peut-être dans cette perspective, nous voudrions recueillir encore une fois une perspective de Madame la professeure ministre de la Santé du Burkina Faso. Bienvenue encore chez vous à Dakar. Et où vous, parmi tant d'autres universités, donc vous avez fait vos humanités et nous aimerions avoir votre perspective sur ce sujet avant de repasser la parole au co-président pour la suite du programme sur les aspects socio-économiques. Merci, co-président. Et je vais revenir par rapport à ces perspectives essentiellement sur une question de Diane du Rwanda qui demandait qu'est-ce qu'un système de santé résilient. La pandémie est venue donner un choc au système de santé et les systèmes de santé sont obligés de se construire selon leurs possibilités pour ne pas recevoir un autre choc de ce genre. Et je pense que depuis février, depuis mars essentiellement, où le système de santé du Burkina a été confronté à cette pandémie, il a essayé de faire son bonhomme de chemin pour essayer de se construire pour ne pas subir de plein fouet ce choc-là qui a montré une certaine immaturité de nos systèmes. Mais surtout, la pandémie est venue nous remettre en cause un certain paradigme. Nous étions tous en train de dire qu'il y a une évolution, une transition épidémiologique et nous quittons les maladies infectieuses pour aller vers les maladies non transmissibles. La pandémie est venue nous ramener les pieds sur terre. Il faut toujours penser que la maladie infectieuse n'est pas à côté, n'est pas loin, elle est à côté. Et donc, pratiquement tous les systèmes de santé ont recommencé à renforcer et à développer leur système de santé. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait vivre avec la pandémie. Et donc, nous avons opéré ce qu'on appelle une dévolution de cette pandémie dans tout le système de santé, faire en sorte que le système de santé dans son milieu, dans son niveau le plus déconcentré, c'est-à-dire jusqu'au niveau communautaire, que les agents de santé puissent prendre en charge une telle pandémie au niveau de leur système. Parce qu'au départ, nous étions vers une riposte centralisée, mais depuis 3 mois, nous sommes en train de donner la possibilité à tout le système déconcentré de pouvoir prendre en charge la pandémie. J'ai bien aimé la conclusion du responsable du secteur minier qui dit qu'il faut qu'on tienne compte dans le développement, les États tiennent compte de notions de transparence, d'inclusivité qui permettent de prendre en compte les populations les plus vulnérables. C'est vrai, la pandémie est venue nous rappeler qu'il faut qu'on place le système de santé au cœur de tout développement. Cette pandémie au-delà sanitaire a révélé rapidement son côté délétère économique et toutes les économies ont été touchées. Les pays les plus pauvres comme les pays les plus avancés, les plus riches, j'allais dire. Et toutes les sociétés, les populations ont été touchées. Donc, l'inclusion dans le développement devient un facteur essentiel. Et je pense que toutes ces économies-là vont se rendre compte qu'il faut qu'on se tienne la main, qu'il faut qu'on ait un modèle inclusif de développement, ne laissant personne de côté. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on évolue rapidement vers la couverture santé universelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci encore une fois, Madame la ministre. Je pense que nous avons essayé, dans le temps qui nous était imparti, de soulever un certain nombre de questionnements et d'y apporter un certain nombre de réponses. Les réponses ne sont jamais exhaustives, mais j'ose affirmer que celles que nous avons entendues sont d'une très grande pertinence et paraissent parfaitement adéquates par rapport au sujet donc, de l'heure où nous sommes. Je voudrais juste, avant de repasser la parole à mon co-président, donc rappeler tout simplement qu'il y a déjà plus de 70 ans, l'OMS elle-même définissait la santé pas seulement comme une absence de maladie, pas seulement comme une absence d'infirmité, mais comme un état total
Et un accent particulier a été mis sur l'aspect total, sur la totalité. Donc, un état total de bien-être, donc d'un bien-être social, d'un bien-être économique, d'un bien-être individuel. Et donc, si on en revient maintenant à cette orthodoxie de ce que représente la santé, donc il est tout à fait indiqué d'avoir l'ensemble de ces intervenants à partir des secteurs qui sont les leurs, contribuer à un meilleur état d'équilibre et de bien-être de l'être humain, c'est à quoi nous nous attenons tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous été très heureux et puis nous nous sommes presque précipités à répondre à l'appel de notre sœur et amie, professeur Awa Colsec, qui non seulement a promu cette idée, mais on l'a vécu, l'a pratiqué, a allié la parole à l'action au cours de sa carrière. Et je pense que c'est cette crédibilité qui également aussi se déteint sur la crédibilité de ce forum. Et c'était un très, très grand plaisir pour nous tous d'y avoir pris part. Et sur ce, je vais passer la parole à mon coprésident qui, au-delà des aspects santé, est une des personnes les plus indiquées pour voir les différents secteurs qui sont impactés d'une part, mais également aussi qui peuvent développer des réponses adéquates. Y inclut, il ne l'a pas dit, les African Risk Capacity, donc qui est là également aussi pour donner une certaine assurance dans des situations de désastre que nous devons prévenir, mais si on est confronté à ces situations, nous devons également aussi prendre des mesures pour essayer d'atténuer et amortir les chocs que ça a au niveau des communautés et au gouvernement. Monsieur le Co-président, la parole est à vous et une très grande fierté d'avoir été à vos côtés. Oh. Merci, monsieur le vice-président. Merci, madame la vice-présidente. Je pense que nous venons de montrer que la démocratie, elle peut être partagée avec 3 personnes qui, chacun de manière complémentaire, a permis de contribuer à la qualité de ces débats. Donc la démocratie vient d'être montrée avec le partage que nous venons de faire à 3. Tout simplement pour dire que beaucoup de messages ont été partagés, des recommandations sur lesquelles je ne vais pas revenir sur les détails, mais par contre quelques messages importants parce que le Forum Galien, c'est aussi une plateforme de recommandations et de solutions sur lesquelles c'est extrêmement important de le dire. Alors, le premier étant, je pense que la pandémie, bon, je peux dire a pu quand même révéler encore une fois l'importance de la planification, le renforcement des capacités, les investissements qui devaient être faits dans le secteur de la santé depuis très longtemps qui n'ont pas été faits et que nous espérons maintenant vont être faits pour pouvoir anticiper sur des crises ultérieures parce qu'il faut investir dans le secteur de la santé. Je pense que le deuxième message qui ressort de nos débats, c'est l'importance de la transparence de nos États. Il est clair en période de crise, ce qui peut rassurer les populations, c'est la transparence de l'État. Je pense que la pandémie a pu révéler ça aussi. Et puis troisièmement, de dire que la pandémie aussi touche toutes les populations, mais les populations vulnérables, les femmes, on n'en a pas encore parlé. Et que c'est important que dans les mesures d'intervention de nos États, qu'on puisse tenir compte de ces populations vulnérables. Et je pense que les mines l'ont prouvé. Quatrième message important, l'innovation dans la façon de travailler dans nos pays. Et je pense que la pandémie a poussé chacun d'entre nous à pouvoir penser autrement la façon de gérer nos activités avec l'innovation. Je pense que le cinquième message, c'est qu'il est possible, en tant que secteur privé, de gagner de l'argent, mais de faire preuve de responsabilité sociétale, parce qu'on appartient à cette communauté. Et je pense que ça a été démontré par nos amis des mines, que c'est possible de faire les deux. Et puis, d'autres messages, à savoir que nos économies ont été touchées fortement en Afrique. Il est important que dans l'intervention, il faut qu'on passe, comme le Sénégal l'a dit, des mesures à court terme et des mesures à long terme. Je pense que le Sénégal a montré qu'on peut faire les deux en même temps. Et enfin, pour terminer, avec l'intervention de la Banque mondiale, qui a permis d'une part de pouvoir apporter un soutien budgétaire, mais aussi d'apporter des investissements nécessaires pour le secteur, mais aussi d'accompagner la santé publique dans nos pays. Et je pense que c'est des exemples sur lesquels on peut tirer. En espérant qu'un jour, l'Afrique va se réunir et tirer toutes les leçons
pour qu'on puisse mieux se préparer à l'avenir. Sur ce, ça a été un énorme plaisir au nom de mes deux coprésidents de partager ces moments. On a énormément appris. Et donc, je repasse la parole au régie pour donc la fin de notre session. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.